Bienvenue, mesdames, messieurs. Situation socio-politique des plus tendues au Bénin, ce n'est que féminisme. Panier de la ménagère troué, acteurs politiques et opérateurs économiques poussés, dit-on, en exil. Le Clément semblerait plus à la suspicion, la méfiance et à la peur. Dans cet environnement, pour le moins hostile à la cohésion nationale, l'ancien archevêque de Cotonou, Monseigneur Antoine Gaillet, rompt le silence. Lors de la célébration de ses noces d'ordre sacerdotales, il a invité le chef de l'État à lui offrir 2 cadeaux, 2 précieux présents visant manifestement à induire une décrispation de la situation sociopolitique et économique du pays. Mais s'en suivra une pluie de toutes sortes de réactions. La démarche, le moins qu'on puisse en dire, n'aura pas recueilli l'assentiment de tous. Plaidoyer de Monseigneur Antoine Gaillet à Patrice Talon. Un coup de pouce ou un coup de coude. Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Pour l'instant, débat sur ce plateau, il est Kofidia, juriste, il est analyste politique. Une casquette dont on aura amplement besoin au cours de cette émission. Il est Kofidia. Bonjour. Bonjour Joël. Merci Bonjour de vous retrouver. Merci partagé. Ah oui, en face de vous, un homme de droit pur et dur, technicien en l'État, Maître Paul Katoa-Tita a bien voulu se joindre à nous pour cet instant. La question d'amnistie venue avec force détail pour le second cadeau a motivé sa présence sur ce plateau. Avec lui, on comprendra un peu plus le concept, son opportunité dans ce qui se joue désormais. Maître Paul Katoa-Tita, déjà installé sur ce plateau. Maître Paul Katoa-Tita, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. Merci de m'avoir sollicité. Le plaisir est partagé. Plus les jours passent, la situation socio-politique du Bénin semble interpeller tous. L'ancien archevêque de Cotonou, Monseigneur Antoine Gaillet, admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis 2 ans, est inquiet de ce qui se joue sur le plan socio-économique, mais aussi politique. À la faveur de la célébration de ces noces d'or sacerdotales, l'homme a surpris plus d'un. Il a donné de la voix par un plaidoyer adressé au chef de l'État. Un message passé à peine sous silence. Maître Paul Katoa-Tita, vous avez sans doute suivi aussi ce message qui, d'une manière ou d'une autre, interpelle tout le monde, donc l'homme de droit aussi que vous êtes. J'ai suivi sur les réseaux sociaux l'intervention du prélat. J'ai retenu qu'il a parlé et invité le chef de l'État à lui offrir 2 cadeaux. Sinon, même, il a eu une 3e condition qu'il a posée. Il a manifesté le grand désir de voir nos compatriotes qui sont à l'étranger rentrer au pays librement, aller et venir, et ceux qui sont à l'intérieur également et qui sont dans des conditions similaires, jouir de la même liberté. Bref, il implorait le chef de l'État tout simplement à la prise d'une mesure dans ce sens, et que je ne sais pas, je n'ai pas gardé grand souvenir du terme utilisé, mais j'ai entendu beaucoup dire sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Et je vais, avec votre permission, voilà, et pour nos téléspectateurs qui n'ont pas pu suivre ce dont il est question, parce que, surprise pour surprise, les invités ne s'attendaient pas à cette adresse. Ils étaient là pour la réjouissance. Vers la fin, le prélat a estimé qu'il y avait plus important que la cérémonie du jour. Et il faut être de ce corps pour pouvoir savoir le faire s'oublier pour les autres. Je vous lis le message concernant le second cadeau. Il déclare, il demande au chef de bien vouloir, je lis, déclarer une amnistie pour les Béninois et Béninoises emprisonnés ou hors du pays, afin que chacun puisse s'acquitter de ses obligations envers l'État en toute liberté s'il est réellement redevable de quelque chose envers l'État. Ce sera dû, a déclaré Monseigneur Antoine Gaillet, mais il faut le faire car, dit-il, je le cite encore une fois, c'est lorsqu'un homme arrive à briser ce qui est dur qu'il est réellement fort. Fin de citation pour
le cadeau relativement à l'amnistie. Alors, ceci étant, vous me permettez maintenant de réagir plus efficacement parce que vous me permettez de revivre en esprit les termes précis du prélat. Je suis juriste, donc il fallait faire très attention aux termes, ce qui fait que dans ma première intervention, j'étais un peu réservé. Maintenant, je sais les termes utilisés par le prélat et je peux vous dire que lorsque le prélat parle d'amnistie d'une manière très claire, il dit dans son exposé, dans sa requête au chef de l'État, c'est difficile, mais il dit également, je sais, mais qu'il faudrait y parvenir à cela. C'est un constat de crise tout simplement. Un constat de crise. Oui, c'est le constat de crise dans tout pays qui justifie toujours le recours à l'amnistie, très fréquemment. Et on y est pour le prélat n'est pas n'importe qui, il le dit, c'est parce qu'il en a les preuves, il le dit parce que c'est le sentiment de bon nombre de Béninois. Il le dit parce que nous en avons parlé longtemps dans des exposés de ce genre. Mais je dirais que si on se met sur le plan de droit, on peut dire que oui et non par rapport à cela. Et je vais m'expliquer tout à l'heure, ou si vous me le permettez. Non, vous le ferez tout à l'heure, je vais prendre rapidement. Oui et voilà, non. Oui et non. Tout est faisable. On y comprendra un peu plus tout à l'heure. Amnistie dans un contexte de lutte pour l'assainissement des biens publics et autres. Est-ce que cela s'entend? On y revient avec Maître Katoatita. Oui, il est Kofida, juriste, analyste politique. Vous avez suivi le message du prélat, une adresse qui, sans doute, ne vous a pas laissé indifférent. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'a plutôt fait penser à la loi du 9 décembre 1905 qui a consacré la séparation de l'Église avec l'État. Mais une séparation qui est restée théorique, puisque dans la pratique, les dirigeants ou les gouvernants vont souvent prendre conseil auprès des hommes d'église ou des hommes de Dieu. Et le prélat, il faut pas perdre cela de vue, reste une personnalité apolitique, très concentrée. Et il a su dire à brûle-pourpoint ce que beaucoup de gens pensent, mais n'osent pas le dire. Et pour une personnalité de cette trempe, elle dit sa neutralité, son impartialité l'oblige à dire la vérité. Vous voyez, et je ne voudrais pas que le gouvernement Talon passe à côté de cette opportunité. Vous parliez tout à l'heure, avant de vous laisser poursuivre, de sa neutralité et son impartialité. Je parlais de plus de réactions suite à cette adresse. C'est relativement au personnage. Beaucoup le voient un peu proche d'un homme qui n'est plus à présenter. Est-ce que cela fait de lui le porteur idéal de messages comme celui-là? Oui, j'ai lu sur les réseaux sociaux où j'ai vu beaucoup de gens qui se sont mis à laminer et le prélat, Monseigneur Antoine Gagné, pour la simple raison que, selon les bruits du couloir, il serait très proche du président du patronat, en la personne de Germain Sébastien Adjavon. Mais et pour un homme d'église aussi modéré et tempéré, a dit sa réaction n'est pas intéressée. Il pense plutôt à la nation. Il pense plutôt à tout ce peuple meurtri. Il pense plutôt à tous ces opérateurs économiques qui sont devenus des oisifs. Il faut aller au stade de l'amitié pour faire le constat. À 17h, ils sont déjà là pour discuter parce qu'il n'y a plus de marché. Il y a un clan qui s'est accaparé. Ils n'ont plus d'activité. Et il pense également à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont connu la prison. Maison et prison ont la même terminaison, mais les conditions de vie ne sont pas identiques. Dans la prison, il y a prix, mais dans la maison, il y a une certaine quiétude. Et donc, lorsque une personnalité de cette trempe laisse apparaître un discours aussi élogieux, un discours aussi patriotique, le pater familias, donc le chef de l'État, devrait saisir cette perche et en faire un bon usage, puisque sa quiétude sociale et politique en dépend. Sa quiétude sociale et politique en dépend. Vous allez vous expliquer tout à l'heure, mais avant, oui, Maître Paul Katoatita, la question de l'amnistie. Le Bénin, dans son contexte actuel, où le pays n'est pas en guerre, est-ce que ce mot utilisé dans le contexte actuel, qui est un contexte plutôt, il faut le dire, de l'assainissement en général, ça compte?
J'ai dit tout à l'heure, je vais venir à votre question, qui n'est que le contour de tout à l'heure, les deux questions que j'ai posées, oui ou non. Mais avant de répondre à ces oui et non, qui se retrouvent dans votre préoccupation, je dois faire une clarification rapidement. Que pour nous les juristes et pour nos spectateurs, pour vos spectateurs, il faudrait que nous puissions distinguer l'amnistie, parce que c'est le terme utilisé par le prélat, d'un autre terme en droit que nous appelons la grâce présidentielle. Il faudrait que ça soit clarifié. La grâce, c'est le pouvoir reconnu au chef de l'État de pouvoir effacer l'exécution d'une peine, quelqu'un qui est déjà définitivement condamné, je dis bien définitivement condamné, c'est-à-dire que toutes les voies de recours étaient déjà utilisées jusqu'à la Cour suprême, c'est terminé, et ce dossier forme une demande de grâce, et ça est étudié par la Cour, par le Conseil supérieur de la magistrature, où le chef de l'État prend lui-même l'initiative, c'est étudié par le Conseil supérieur de la magistrature, et il dit, je vous dispense de l'exécution de la peine. Mais la peine, elle est maintenue, prononcée par le juge est maintenue. Cela, il faut comprendre la grâce présidentielle comme ça. Mais ce n'est pas le terme utilisé par le prélat. Bien qu'il se soit adressé au chef de l'État. Mais il a parlé d'amnistie. L'amnistie, par contre, efface l'infraction. Ça efface l'infraction, ça efface la condamnation, ça efface l'exécution de la peine. Ça permet à l'intéressé qui est concerné de retrouver sa virginité judiciaire. Donc, c'est deux choses totalement différentes, même si l'une est incluse dans l'autre en ce qui concerne l'exécution de la peine. Mais il s'adresse au chef de l'État par rapport à l'amnistie, qui, lui, le chef de l'État, n'a pas le pouvoir juridique prépondérant d'initier, d'accorder l'amnistie, mais peut initier l'amnistie par ses députés, parce que l'amnistie n'est, à ce cas-là, la loi, c'est pas une loi, n'est accordée que par une loi, et votée à l'Assemblée nationale. Donc, si nous suivons le prélat, c'est une invitation au chef de l'État demandant à son groupe parlementaire, à ses députés le soutenant, de prendre une telle initiative et d'aboutir au vote d'une telle loi. Les députés ont pratiquement donc, ça veut dire, ils n'ont que quelques semaines. Nous allons jusqu'en avril. Ça veut dire que si juridiquement analysé, c'est une invitation indirectement faite au BMP par le biais du chef de l'État. Si nous prenons le mot amnistie, parce que le chef de l'État, lui, ne peut pas à lui accorder l'amnistie, mais il peut en être l'instigateur, l'initiateur, par le biais de son clan à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il a le clan majoritaire à l'Assemblée nationale, donc c'est une invitation qui lui est faite directement dans ce sens. Et il faut comprendre le sens du prélat. Parce que une grâce présidentielle aujourd'hui pour les personnes dont vous parlez ne leur aurait servi à rien. Absolument à rien. Ah bon, et comment? Absolument comment à rien. La grâce présidentielle on le sait bien dire, parce que ce sont tous des hommes politiques. Et si les condamnations sont maintenues au pénal, ils ne peuvent pas exercer leur activité d'homme politique. En quoi? Pourquoi leur a donné... C'est là la nuance. C'est très important pour eux. Parce qu'ils sont déjà privés de leurs droits civiques par les condamnations. Ah, qu'est-ce qu'il est bon donc de dire à un détenu, à quelqu'un qui est condamné, sort de la prison, mais tu ne peux plus de tes droits civiques. Tu ne peux plus être électeur, tu ne peux pas être élu, tu ne peux pas être inscrit sur la liste électorale, tu ne peux pas être candidat. Oh, ils sont tous des politiciens. Et la grâce également ne peut pas être accordée à ceux qui parmi eux n'ont pas du tout été condamnés. C'est le cas de Djeroté par exemple, qui n'est pas condamné. C'est le cas de Komi Kounché, qui n'est pas condamné. Ils sont encore vierges au niveau donc de la justice, mais en difficulté avec la justice. Là, on ne peut pas leur accorder une grâce, sauf une amnistie. Donc, le terme là était important et la pensée du prélat doit pouvoir être analysée, abordée dans toute sa dimension. Et je pense que le prélat invitait clairement le chef de l'État à demander à son groupe parlementaire, c'est-à-dire le BMP, aller à l'Assemblée nationale, prenez l'initiative d'une proposition de loi d'amnistie et mettez fin à ce qu'il considère comme une crise dans le pays. Merci, Maître Tita, pour les clarifications. Je vais revenir sur le oui et le non. Sur le oui et le non, oui, important. Mais avant, j'aimerais me retourner vers le juriste qui enseigne la matière. Dans ce cas, vous avez sorti un mot tout à l'heure. Avec ces clarifications, est-ce que vous maintenez la même position
à dire que le chef a tout intérêt à saisir cette pêche. Le chef, il gagne quoi? Oui. Quand vous regardez avec les yeux de poisson vivant le contenu du message délivré par le prélat, vous constatez que le prélat n'a qu'un seul souci: avançons sur la voie de la compréhension et de la liberté. Avançons sur la voie de la compréhension et de la liberté. En cela, vous faites bien d'intituler le débat de ce jour comme quoi est-ce que le discours du prélat est un coup de pouce ou un coup de coude. Pour moi, il est à la fois un coup de pouce et un coup de coude. Un coup de pouce, écoutez, un coup de pouce, dans la mesure où, en invitant le chef de l'État à porter assistance aux opérateurs économiques, en invitant le chef de l'État à accorder l'amnistie aux exilés politiques, à ceux qui sont emprisonnés, ceux qui ont été pourchassés, encore que par le passé, le chef de l'État avait donné sa parole en disant que lui ne va pas poursuivre ses adversaires politiques. Donc l'occasion est tout rêvée de pacifier le pays, d'accéder, d'offrir ces deux cadeaux au prélat pour pouvoir disposer ou bénéficier d'une quiétude. Parce que le Bénin a besoin de paix. Il serait difficile, voire impossible, de gouverner sans paix. C'est-à-dire, le message, au lieu de récolter tous les commentaires désagréables et toutes les attaques et toutes les insinuations par rapport à la petite personne et du président du patronat, c'est un message qui s'adresse fondamentalement ou qui veut sauvegarder l'intérêt de la nation. Voyez-vous, l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation. Vous déplacez un peu le curseur. Là, vous avez parlé du chef, maintenant vous parlez de l'intérêt de la nation. Où se trouve l'intérêt de la nation? Le retour de cela? Le retour de cela, c'est que si le chef offrait ces deux cadeaux au prélat, il sauve ainsi tous les Béninois, a dit meurtris, tous les Béninois en difficulté, tous les Béninois qui vont taper aux portes de ces hommes de Dieu pour quémander aujourd'hui. Parce que lorsqu'il dit, et c'est ça, moi, mon coup de coude, contrairement à ce que vous pensiez tout à l'heure, lorsqu'il dit 7% atteste de ce que l'économie, où on a une certaine croissance dans le pays. On reviendra à l'aspect économique. Mais vous voyez, le chef de l'État reste, au-delà de tout, un acteur politique aussi. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il a pris l'engagement de ne poursuivre personne, pas de chasse aux sorcières, mais désormais dans le feu de l'action avec le défi qui s'annonce décisif, parlant des législatives où le chef a toujours besoin d'une majorité pour aller bien loin, parce que qui va loin menace sa monture. 2021, c'est déjà tout de suite et maintenant. Est-ce qu'on peut conseiller au chef qui, au-delà de tout, il faut reconnaître, évolue sur son chantier? Vous voyez des voies qui sont en cours de réflexion, d'autres qu'on est en train de réaliser, des centres qui sortent ici et là, les réformes qui évoluent tant bien que mal. Est-ce que c'est le moment de faire venir ceux-là qui vont se jeter aussi dans la danse pour ce que vous savez, et ils gagnent fondamentalement quoi politiquement? S'ils ne le faisaient pas, cela voudra dire simplement que tous ceux qui aujourd'hui sont poursuivis ou qui sont exilés, en fait, c'était des poursuites pénales, mais téléguidées uniquement par un intérêt politique. S'ils ne le faisaient pas, ils donneraient raison à ceux qui pensent qu'en réalité, ces poursuites pénales étaient gouvernées par une envie politique, c'est-à-dire réduire à cuillère les adversaires politiques, baliser le terrain et s'imposer, donc avoir le monopole de la politique béninoise. Mais ce qui n'est pas bien dans la mesure où cela appelle une crise. Et je vous ai dit, lorsque le droit s'estompe, c'est la violence qui s'installe. Et avant la violence, il y a la crise. Et c'est pour éviter cette crise que le prélat a jugé bon de sortir et de délivrer ce message. Mais je vais vous dire ceci. Que reproche-t-on aujourd'hui à Kwame Kouché, qui soit juridiquement fondé? Que reproche-t-on aujourd'hui à l'honorable Dianoutin, qui soit juridiquement fondé? Que reproche-t-on à Djavon Sébastien, qui soit juridiquement fondé? Je prends le cas du dernier. Il serait présumé coupable d'un trafic international de drogue. Mais une infraction qui, à ce jour,
n'a pas encore été démontré en droit. Voyez-vous, donc, cette envie de chasser pour chasser, cette envie d'écarter le politique ou l'adversaire politique de son chemin, pour la forme, finit par se retourner contre vous. Et c'est là le coup de coude. Ça finit par se retourner contre vous. Donc, ne pas profiter de cette perche venant du prélat pour remettre de l'ordre dans la maison politique, c'est privilégier ou mettre au-dessus de tout le monde le moi égoïque ou le nous égoïque. Le moi égoïque, c'est que c'est moi ou personne. Le nous égoïque, le groupe qui m'entoure ne veut pas que les autres viennent participer à la gestion de la res publica. Et tout ce qui fait qu'aujourd'hui, le prélat est en train de parler aujourd'hui, c'est lié au moi égoïque et au nous égoïque. Chose qui finit par à envoyer à la dérive comme un fétu de paille. En tout cas, le souhait n'est pas cela. Le souhait est que tout rentre dans l'ordre. Mais au moment où on évoque cette démarche d'accalmie pour s'occuper de l'essentiel, Maître Kaltouhatita, ma question du départ revient à savoir qu'il y a quand même, quoi qu'on dise, des dossiers contre chacun des concernés. Et même ceux-là qui sont en prison. Et ici, pour citer au passage le cas Laurent Métognon, pour citer le cas Korogoné, des tests de loi de la République reconnaissent qu'à chacun, il y a quelque chose qui est reproché. Dans un environnement comme celui-là, et je ne cite plus le nom des autres, Fatoumata Malou Djibril, Simplice Kodjo, la liste est longue. Quand on a tout ça, est-ce que ça fait vraiment responsable la démarche fut-elle venant d'un prélat de pouvoir la faire? Ça me ramène toujours à mes deux questions, oui et non. Est-ce que nous sommes dans une situation de crise? Est-ce que nous sommes dans un contexte qui permet de pouvoir envisager une telle mesure? Vous avez cité des noms tout à l'heure, vous avez parlé des dossiers qui seraient à la justice, tout ça. D'abord, je dirais non, je commence par le non. Si nous prenons sur le plan formel que toutes ces personnes-là sont justiciables devant les différents tribunaux au pénal du pays et qu'il y a des suspicions des actes supposés infractionnels qui pèsent sur chacune d'elles, au plan formel, nous pouvons dire non, nous n'avons pas une situation de crise. Nous pouvons dire tout va bien. Nous pouvons dire que nous n'avons pas d'exilés politiques au Bénin. Nous pouvons dire qu'il y a un calme, parce que c'est un problème judiciaire. Et c'est cette vision qui a toujours été avancée par les dirigeants actuels. Vous savez, toutes les fois que les autorités du pays actuellement ont été interpellées sur l'existence ou non d'exilés politiques au Bénin, de détenus politiques, ils ont toujours donné des points de vue pour dire non. Ça, c'est mon non, tel que j'explique la situation, ça, au plan formel. Ça, oui. Et on peut estimer que l'intervention du prélat, la demande du prélat, n'avait pas sa raison d'être. Et c'est certainement ce qui justifie tout ce que vous avez vu également sur la toile dont vous parlez. Ça, c'est le non. Mais il y a le oui. Il y a aussi le oui. Le oui. Malgré le formel? Ah oui, malgré le Donc, formel. on met le oui dans l'informel? Non, le non, c'est qu'il n'a pas de crise et qu'il ne devrait pas avoir une telle demande et qu'ils ont affaire à la justice. Il faut qu'ils aillent à la justice. Donc il n'a pas de crise. Donc la demande n'avait pas sa raison d'être. Mais le oui, à savoir, est-ce que nous avons une crise? C'est à ça que j'appelle le oui ou non. Oui. Oui, nous avons une crise. Si nous rentrons dans une analyse substantielle de contexte de chacun de ces gens-là, de la position que la justice pénale ou des acteurs pénaux au niveau de la justice ont eu vis-à-vis de chacune de ces affaires, nous voyons qu'il y a quelque chose d'anormal. Et ce quelque chose d'anormal vient ôter à ce qui, à l'origine, était normal, ce qui devrait nous empêcher de dire qu'il n'y a pas de crise. Et je m'en vais vous le démontrer tout simplement. Et le prélat, alors là, il faut faire attention avec les termes du prélat. Parce qu'il dit également que la mesure qu'il souhaite qu'on lui octroie en termes de cadeaux,
il est conscient que c'est difficile, mais il est convaincu que c'est ça qu'il faut. Attention, il suppose deux conditions opposées. La faisabilité et la difficulté dans la faisabilité. Mais il dit, quoi qu'il en soit, il faudrait le faire. Et c'est là que je veux en venir, parce que si nous n'expliquons pas certaines choses, on ne comprendrait pas. Allez-y. Prenons la situation de crise. Nous menons une lutte de politique pénale contre la corruption. C'est ça. L'assainissement des finances publiques. Et que tout Béninois qui serait donc en conflit avec les finances publiques, les biens de l'État, etc., devrait répondre devant la justice pénale. C'est ça. Nous appelons ça une politique pénale et qui a été bien clarifiée. Ce n'est pas de ce régime, hein. Ça, depuis tous les régimes l'ont fait, et notamment depuis Kérékou, ça a été toujours approfondi, et ce régime est venu le mettre en zèle, tout ça, etc., etc. Bon. Mais une politique pénale doit pouvoir être également une politique impersonnelle. Ça ne doit pas être une politique sélective. Or, quand vous prenez depuis les 3 ans de la rupture, la démarche suivie dans la mise en œuvre de la politique pénale, elle a été plus sélective que impersonnelle. Ça, c'est important. Et ça, les cadres doivent l'analyser. Et si on n'analyse pas, qu'on le dise à nos gouvernants, ils vont toujours penser que les choses se passent bien. Je dis, ça doit être impersonnel. C'est-à-dire, la même faute commise par A, B, C, D doit pouvoir être traitée, gérée de la même manière par le juge pénal et non gérer autrement le cas de A par rapport au cas de B, par rapport au cas de C. Vous avez des cas où les premier élément. Deuxième élément, les gérer suivant les principes connus, établis, et les gérer selon ce que la loi a prévu. Alors, je vais vous demander quelque chose, excusez-moi, que je revienne à la question. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal à accorder la liberté provisoire à Métaillon? Je ne suis pas son avocat, mais d'après ce que j'ai lu tout le temps sur la toile, les journaux, les conférences de ses avocats, qui ne serait mis en cause que pour 2 500 000 francs supposés, et pour lesquels ces avocats disent nous offrons toute garantie possible pour qu'on le libère, alors que c'est cela également la pratique dans nos tribunaux. Alors que c'est cela la pratique également dans nos tribunaux. Ils ont fait l'offre, d'après tout ce que je lis à travers les journaux, leurs conférences, pour que ce monsieur recouvre sa liberté. Il n'a jamais recouvré sa liberté jusqu'à sa condamnation. 2 500 000 francs. Mais au même moment, quelle différence il y a avec... Vous prenez une affaire qui a circulé dans les journaux, etc., dans un ministère, je ne sais pas, environnement, quelque part, une moto de 4 millions, 5 millions. Quelle différence il y a à ce niveau-là pour que le parquet fasse une très douce application à celui-là? C'est-à-dire, vous avez restitué les sous, je ne vous poursuis plus. Et à fermer les yeux sur ce dossier. C'est la même politique, une politique pénale, mais différemment appliquée à des gens se trouvant dans des situations juridiques identiques. Mais quand vous analysez les personnages, là, ces 2 personnages, vous remarquez que Métaillon, c'est qui? Métaillon, c'est le syndicaliste rouge. Mais Métaillon, c'est également l'homme politique rouge, 2 casquettes. Et en tant qu'homme politique rouge, c'est finalement un opposant au gouvernement actuel. Mais quand vous prenez le cas dont on parle au ministère de... On a parlé au ministère de la les journaux ont parlé, c'est très proche du régime. Une analyse donc substantielle permet de retenir que, mais alors, selon les couleurs politiques, la politique pénale est différemment appliquée. Voilà par exemple des situations qui paraissent banales, mais pour l'homme juridique, le praticien que moi je suis, analysé de façon substantielle. Vous prenez le cas, par exemple, de cette affaire de l'eau, ici. Comment expliquer, par exemple, que le parquet, dans l'affaire de l'eau, ici, le parquet se refuse à relever appel d'une décision de non-lieu pour un montant de je ne sais plus combien, et qui a fait de la vague, malgré toutes les protestations.
Alors qu'au même moment, d'autres sont poursuivis. Mais le parquet n'a pas relevé appel, n'a pas voulu soutenir la poursuite parce que certaines personnes qui sont dans l'affaire de l'eau sont également aujourd'hui les supports du gouvernement en place. Ça fait donc une politique pénale, mais différemment utilisée, c'est-à-dire qui n'est pas appliquée d'une manière impersonnelle. Et quand on analyse les personnes qui bénéficient soit de la faveur ici, soit de la rigueur ici, on voit que c'est des gens qui ont des connotations politiques différentes. Il en a plein dans tous ces cas que vous citez, ceux qui sont en exil, prenons le cas de Konogoné. Konogoné, naturellement, son juge, je l'ai toujours dit, ce n'est pas dans Cotonou. C'est soit à Kandi, soit à Calavi. Comment expliquer qu'on envoie à Cotonou? Et je dis, là, le gouvernement n'aura pas encore service à ces juges, à certains de ces juges. Sachant que certains de ces juges sont, dans l'opinion publique, indexés, accusés à tort ou à raison, et que l'on se force chaque fois, dans l'orientation de certaines procédures, de ne faire qu'envoyer ces dossiers devant ceux-là. C'est les livrer à la critique populaire. Alors, vous voyez le cas de Konogoni, c'en était un cas. Et finalement, Konogoni a été condamné. Il est en prison. Mais quand on analyse au plan de politique pénale et de la pratique substantielle, on constate tout simplement qu'il y a une catégorie de gens qui ont quelque chose de commun, c'est d'être des opposants au gouvernement, au régime, et qui sont traités d'une manière différente d'autres qui sont des adhérents du régime. Alors, donc, d'une manière substantielle, on ne peut pas dire qu'il n'a pas crise. Et le prélat a vu loin. Et c'est ces gens sur lesquels pèse la pression pénale, la pression de la justice pénale. Certains ont pu s'enfuir pour se retrouver à l'étranger. D'autres sont en prison. Ça crée le choc. Bien vrai pour l'individu ordinaire qui ne connaît rien du fonctionnement de la justice, dans ses analyses en profondeur, parce que ce que je vous dis là, il faudrait être un praticien et quelqu'un qui a une analyse de la profondeur pour le faire sortir, qu'on ne connaît pas, on vous dira tout est bien. Et c'est tout ce bien qu'on fait croire à nos dirigeants. Non, il faudrait qu'on puisse leur dire, tout ne va pas bien. Il y a des erreurs qui ternissent ce qui aurait dû être bien. L'idée, à l'origine, certainement, est bonne, mais dans l'application de la politique pénale, cette nuance que vous faites d'un cas à l'autre, ternit ce qui est bien à l'origine et pose problème et arrive à ce constat, ce que le prélat vient de dire. Alors, il est confident quand on suit un maître Paul Kato-Atita, tout porte à croire que si le prélat n'avait pas fait cette sortie, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Sortie plus qu'opportune. Est-ce qu'on ne les exagérait pas en concluant de la sorte qu'elle est plus qu'opportune? La personne indiquée pour faire cette sortie, c'est le prélat, puisque tout à l'heure je vous ai évoqué sa neutralité et son impartialité. Non, on parle de rapprochement, qu'on le voit un peu trop proche de quelqu'un. Non, c'est des suspicions. Si celui qui préside la République aujourd'hui, il est catholique, il va à l'église, je l'ai vu communier le jour de l'épiphanie. Donc il a la crainte de Dieu, donc c'est un croyant, il est autant proche du prélat que de Sébastien Adjavon. Et que ce soit un fils catholique qui viole les lois de la République ou qui fait le sourd ou le bien, c'est normal que le prélat se prononce. On a vu le cas de la Senco en RDC. Et les évêques se sont réunis, ont donné leur point de vue et le président du Congo démocratique les écoute et fait avec. Et aujourd'hui, on tend vers un dénouement d'une crise qui aurait pu complètement tétaniser ou embrasser le pays. Mais le problème, est-ce que le prélat sera écouté? Parce que je ne peux pas donner des cadeaux, encore deux, à quelqu'un que j'ai choisi de ne pas écouter. Pour qu'il y ait cadeau, il faudrait que celui à qui on demande le cadeau, et vous soyez en odeur de sainteté. Il faudrait que vous soyez sur la même longueur d'onde. Il faudrait que vous puissiez... Sur la même longueur d'onde? Non, s'ils étaient sur la même longueur d'onde, le prélat n'aurait pas utilisé le 50e anniversaire de ses noces d'or
pour délivrer ce même message. Le prélat aurait pu penser à une audience et à un entretien tête-à-tête, et au sortir de cet entretien tête-à-tête, livrer le résumé, le ramasser aux journalistes, c'est un peu comme pour dire, je suis venu dire au chef de l'État, au père de la nation, ce que le peuple, ou ce qu'une partie du peuple vient à nous dire ou à nous restituer. Mais laisser ce chemin et rendre le message public, en voyant ainsi tout ce qui était présent à cette noce-là, tels des disciples, à aller le délivrer, rendre le message public. C'est vrai, ça a une portée, ça a une portée plus élevatrice, et dans le même temps, ça a donné l'occasion à certains de le laminer, de le déchiqueter, de trouver qu'il n'est pas la personne indiquée, et qu'il encourage, ils sont allés loin, et qu'il encourage, et la paresse. Alors que l'homme de Dieu, ce qu'il incarne, et pour ceux qui nous ont formés, c'est ora et labora. L'Église n'a jamais dit paressez pour gagner de l'argent. L'Église a toujours dit prie et travail. C'est la devise. Et c'est ceux-là qui nous ont fabriqués, ils continuent d'en fabriquer. On prie et on travaille. Le travail et la prière vont de pair. Si tu pries et que tu ne travailles pas, tu n'auras rien du tout. Vous voulez dire qu'il y a eu un peu de dérive. Voilà, donc le prélat ne peut pas aller dans un sens autre que celui de rechercher ou celui de ramener la paix. Parce que, comme le dit si bien Maître Katouatita, on voit que cette politique pénale contre la corruption est biaisée. On la voit politisée, on la voit sélective. Et c'est ce qui fâche, et c'est ce qui fait qu'on n'y croit pas. Et on voit comment on a fait même pas celui-là justice. Parce que le citoyen qui a confiance en sa justice va se présenter, puisqu'il a un avocat, pour le défendre. Mais lorsqu'il n'a pas confiance à sa justice et qu'il sait qu'on va le déposer, il ne peut que fuir. C'est le contexte. C'est le contexte. Alors, et l'exemple de la fuite, on l'a. Bon, dans un contexte comme celui-là, et avec une propension à la sourde-oreille de part et d'autre, si je m'en tiens aux démonstrations de Hidé Kofidia, ce message finira par être comme de l'eau jetée sur le dos du canard, ou dans le contexte, ce n'est pas trop votre chose, maître Paul Katouatita, mais vous êtes aussi citoyen. Quelle chance de le voir prospérer, et le dit message. Oui. Si je sors du cadre juridique qui est le mien, en tant que citoyen, je vais dire tout simplement avec humilité que j'aurais beaucoup souhaité que le chef de l'État accueille favorablement ce message de prélat et lui accorde ce cadeau. Je vais vous dire pourquoi. Oui, allez-y. S'il ne l'accorde pas, je le dis, et si nous tenons compte de la tendance actuelle de son peuple, je dis, ce n'est pas lui en tant que chef de l'État qui en a le pouvoir, mais il lui-même ne le ferait que par le biais de ses députés, alors qu'il est aujourd'hui majoritaire. Il me semble qu'il est préférable qu'il saisisse sa majorité pour donner ce cadeau au prélat. Sinon, s'il ne le donnait pas, et que la tendance populaire aujourd'hui vient à se donner une majorité autre, c'est le peuple qui accorderait ce cadeau contre lui, et en sa présence, et il ne pourrait rien. Parce que le pouvoir d'accorder ce cadeau revient à l'Assemblée nationale, mais dont il est aujourd'hui détenteur d'une majorité. Mais une majorité qui n'est pas appelée à être éternelle, qui peut moduler dans le temps, et qui d'ici 3 mois, 4 mois peut moduler, et en face d'une autre majorité, le cadeau pourrait être accordé autrement. Je n'aurais pas souhaité que ce cadeau soit accordé autrement, maintenant qu'on le lui a demandé. On le lui a demandé ouvertement, publiquement, devant le peuple, qu'il puisse vraiment faire ce plaisir au peuple là. Ce serait très intéressant. Nous allons, il nous reste quelques minutes, évoquer graduellement, sinon très rapidement plutôt, la portée et la pertinence ou non du contenu du premier cadeau. Le premier cadeau, le prélat dit rapidement ceci, voudrait bien aider les petites entreprises actuellement en difficulté à cause des problèmes de fiscalité et autres à rentrer en possession de leurs biens. Ça, n'est-ce pas trop demandé?
Et je vous ai dit. Embarrassant. Oh oui, bon, il est confiant. Et je vous ai dit, et c'est le coup de coude. Et c'est la raison pour laquelle il ne donnera pas ce cadeau. Moi, je ne suis pas avec Maître Kato Atita qui humblement pense et rêve que le cadeau viendra. Le cadeau ne viendra pas. Il ne donnera rien du tout. Il ne donnera rien. Aucun des deux cadeaux. Non, aucun des deux cadeaux. Il ne donnera aucun des deux cadeaux. Pourquoi? Parce que lorsque vous demandez à celui qui utilise la voie des tasses pour réduire ou pour mettre les opérateurs économiques qui pourraient à tout moment financer les campagnes en difficulté, et ce n'est pas possible. Et le cadeau demandé est malvenu. Il y a les élections législatives. Et s'il voulait avoir ses opposants comme étant candidats et avec qui il pourrait compétir et gagner, il n'aurait pas dû chercher par des voies détournées, juridiquement détournées, quoi leur coller pour les inciter à l'exil. Et d'autres encore, comme il est dit, notamment le cas de Laurent Métaillon, qui pourrait connaître un autre dénouement, à dire vouloir coûte que coûte retenir, à dire sa présence en prison. Là où le cadeau du prélat ne sera pas donné, et c'est ce que moi je vois comme étant un coup de coude, le prélat, sans le vouloir, ou je ne sais pas, a donné un coup de coude sévère au chef de l'État, c'est qu'il dit, vous avez évoqué 7% en termes de croissance. Ça, vous ne l'évoquez pas. Mais il y a la paupérisation qui augmente. Bon, ici, il a posé plutôt une question subsidiaire. Il dit oui, mais l'économie du pays en pleine croissance, bientôt plus de 7%. C'est une interrogation. La courbe de la pauvreté. C'est une interrogation qui tend vers une affirmation. Parce que c'est un constat fait qui l'a amené à poser cette question. Parce qu'on ne peut pas être à 7% et l'impact direct ne soit pas ressenti dans le panier de la ménagère. On ne peut pas être à 7% et les gens vont traverser les fêtes. Les gens ont traversé les fêtes et n'ont pas fait... Pas une interpellation pour revoir les paradigmes au besoin? Interpellation pour revoir les paradigmes? Bon, vous interrogez. Paul Kato Atita, une minute, on va se séparer. Alors, la question qui est apparue comme une question subsidiaire, ça dit quoi aux citoyens? Une croissance très forte, mais une situation de paupérisation manifeste sur le terrain. Parce que tout simplement, lorsque vous reliez les différentes idées développées par le prélat, il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Il n'a pas une cohésion de différents acteurs politiques, différents acteurs économiques, de ceux qui devraient concourir à une stabilité à la fois politique et économique. Et ceci n'existant pas, la pauvreté ne peut que se constater. Votre mot de la fin? Le prélat, dans ses différents mots, a tout dit. Et mon souhait, moi, en tant que citoyen, quand je sors du cadre juridique, c'est d'espérer que le chef de l'État tienne compte des souhaits émis par le prélat. Merci, Maître Kato Atita. Oui, il est Kofidia? Oui, le prélat a tendu une perche au chef de l'État. Et puisqu'il vient d'un homme de Dieu, l'occasion rêvée de la saisir et de la fructifier pour que, enfin, cette crise qui s'annonce puisse être rangée au placard de l'oubli. Merci à vous, il est Kofidia. Merci une fois encore, Maître Paul Kato Atita, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir de vous avoir eu tout au long de cette émission 100% Bénin. Nous venons donc ainsi à la fin du rendez-vous du jour. Je vous fausse compagnie sur cette citation du grand philosophe néerlandais Baruch Spinoza. Je le cite: la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, mais au-delà de justice. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est un autre jour, mais toujours avec la même disponibilité, on sera là pour vous servir. À très bientôt.